de qualité pour toutes et tous, donc inclusive. On souhaite qu'elle soit gratuite. Cette éducation, elle s'inscrit aussi avec un certain nombre d'enjeux et on souhaite que de manière volontariste, on puisse se situer dans une perspective d'insertion intégrale. Un petit peu comme l'OMS définit la santé en disant que ce ne sont pas simplement des enjeux purement sanitaires, mais qu'on peut avoir une vision holistique de la santé. Bah, sur l'éducation, c'est la même chose. On pense que l'éducation n'est pas seulement dans une salle de classe, mais qu'il y a un certain nombre de possibilités au travers de la vie, des apprentissages en dehors de l'école, de l'éducation formelle, mais aussi informelle. Alors, on a trois jalons qui nous font réfléchir. C'est que peut-être le premier, c'est la promotion sociale et citoyenne. Le deuxième, c'est l'éducation environnementale et les enjeux climatiques. On ne peut plus maintenant réfléchir à l'éducation sans penser à la sensibilisation et à la possibilité pour les enfants, les jeunes, de se saisir de ces enjeux-là. Et puis, évidemment, le troisième jalon, c'est la formation professionnelle et l'insertion économique pour les jeunes qui peuvent, dans leur environnement, faire des choix et accéder à l'emploi. Donc, à partir de ces définitions-là, nous lançons cette… Léa, je crois que c'est la troisième saison, hein, c'est bien ça? Oui, ouais. C'est la troisième saison. Et donc, j'en profite, je te passe la main pour présenter ce premier champion de l'éducation au singulier concernant donc je te laisse la main pour l'expliquer. Merci beaucoup Martin et bonjour à toutes et à tous et merci encore pour votre présence. Donc aujourd'hui, on vous propose d'ajuster un peu le format pour rendre le webinaire un peu dynamique et plus interactif et d'essayer aussi de pallier au fait que malheureusement on ne puisse se rencontrer en présentiel et échanger tous ensemble autour d'un croissant. Donc prenons ce croissant café virtuel. On vous propose donc de débuter avec deux études de cas qui seront articulées autour de donc 4 questions. Ensuite, à 9h40, de prendre des questions de la salle sur les interventions qui viendront d'être faites. Et à 10h, de passer sur un temps de discussion entre les participants et les participantes qui permettent d'articuler donc, et présenter des partages d'expériences, des débats, etc. Donc vraiment d'ouvrir la discussion et de ne pas uniquement la concentrer sur les présentations qui viendront d'être faites, mais plutôt de s'en servir pour alimenter le débat. Voilà. Je vais laisser la parole à ma collègue Clémentine Etienne qui va animer la table ronde. Merci beaucoup. Alors Clémentine, on ne t'entend pas. Tu remarqueras, Clémentine, qu'on a tenu l'horaire avec donc Léa. Donc là, je suis en train de combler. Et donc, Clémentine, si tu peux reprendre la parole, ce serait évidemment formidable. Alors, Clémentine. Une certaine estime de soi, une confiance en soi et une véritable capacité d'expression. On les accompagne à définir leur projet de vie personnel et professionnel. Et puis, cela favorise un comportement citoyen et responsable au sein de la communauté pour qu'ils puissent être ambassadeurs citoyens au sein de leur communauté, auprès de leurs pairs. Et puis qui, pour eux-mêmes, donc pour certains, évitent ou arrêtent des pratiques à risque
et qui ait le même effet sur leur père adolescent. Alors, cette méthodologie, donc, elle est dessinée en plusieurs étapes. Donc, il faut savoir qu'au préalable, il y a toujours une partie formation des associations de quartier avec lesquelles on travaille, mais aussi des animateurs. Donc, ce parcours citoyen, il est à destination des adolescents de 14 à 18 ans. Il se réalise sur 5 mois. Donc, on commence par une mobilisation au sein de la communauté avec du porte-à-porte, des visites à domicile, etc. Et puis, donc après l'inscription, la signature de termes d'engagement, on débute le parcours citoyen au sein des quartiers. On commence toujours par un pré-test qui permet d'évaluer les connaissances des jeunes en début du parcours citoyen et on terminera avec un post-test qui permettra de noter l'évolution des connaissances. Et puis, pendant ce parcours citoyen, donc, on réalise des ateliers thématiques hebdomadaires. Audrey vous présentera les thèmes. Donc, une visite extérieure tous les mois qui sont en relation avec les thèmes abordés pendant le mois. Donc, ça peut être visite au centre de santé, au centre de dépistage, à la maison des droits de l'homme, etc. Toujours une activité multiplicatrice où les jeunes vont partager leurs connaissances avec leurs pairs ou avec la communauté sur le marché, etc. Une action citoyenne qui choisissent eux-mêmes en fonction du mois. Ça peut être par exemple une action de nettoyage du quartier. On essaye les samedis de mettre en place, dans la limite du possible, surtout en ce moment, des activités culturelles et sportives, de la danse traditionnelle, des cours de musique, des matchs de foot, ça, on ne peut pas y échapper. Et puis, chaque mois, un atelier d'initiation professionnelle est réalisé pour vraiment accompagner le jeune dans la décision de son projet de vie. Et puis, à la fin, donc, on remet les certificats à tous les adolescents qui ont participé activement au parcours citoyen. Et ils seront amenés ensuite à intégrer un club de jeunes qu'on vous présentera par la suite. Alors, il faut savoir que tout au long du parcours, il y a un travail qui est mis en place avec les familles grâce aux visites à domicile, à des ateliers avec les parents. Et puis, donc, ces activités sont toujours mises en place en partenariat avec nos partenaires d'implémentation et les autorités publiques. Donc, ce parcours sur 5 mois, donc, il aborde 5 thématiques principales. Donc, la première, c'est la citoyenneté, dont l'objectif, c'est favoriser l'acquisition par les adolescents d'une citoyenneté responsable. Donc, on va avoir des ateliers thématiques autour de l'esprit de groupe, d'être citoyen, les droits et devoirs de l'enfant, la démocratie, le genre ou les violences. Sur la deuxième thématique, ma communauté, l'objectif, c'est vraiment d'améliorer la connaissance de l'adolescent sur sa communauté, autour de thématiques sur les différents types de mariage, les violences faites aux femmes, le travail des enfants, le handicap. Le troisième mois, autour de l'adolescence, afin de favoriser le dialogue sur le vécu de l'adolescence et des comportements à risque. Donc, il y a des thématiques abordées comme l'adolescence, les grossesses précoces, la contraception, la communication. Le quatrième mois, donc autour de la thématique santé et prévention, pour améliorer les connaissances sur la santé et favoriser les bonnes pratiques pour se maintenir en bonne santé. Et le dernier mois, et la dernière thématique, moi et mon milieu, pour faire réfléchir les jeunes sur l'influence de leur milieu, mais aussi sur les actions qu'ils peuvent mener au sein de leur communauté. Sachant que ces ateliers sont adaptés en fonction des problématiques et du contexte des pays. Donc, suite à ce parcours de 5 mois, on propose aux jeunes qui le souhaitent d'intégrer un club des jeunes. Donc, d'intégrer ou de créer un club des jeunes, dont l'objectif, c'est vraiment de permettre aux jeunes de poursuivre leur engagement au sein de la communauté. Donc, comment en maintenant une dynamique de groupe, en les accompagnant dans la définition d'un plan d'action
et aussi en les formant autour de thématiques qui ont été identifiées avec les jeunes. Donc, ça peut prendre la forme de formation, d'activités culturelles qui vont être menées au sein des communautés, d'activités génératrices de revenus, des sensibilisations. On a par exemple des jeunes qui sont engagés dans un festival de l'engagement citoyen au Tchad pour mener des actions de sensibilisation dans la communauté. Mais ça peut aussi également être des sensibilisations de porte à porte, ou l'animation de conférences débats, ou encore des théâtres forums. Et donc, une étude menée en 2015, une étude d'impact menée en 2015-2017 nous a permis d'analyser un peu quels impacts avait ce parcours citoyen sur la vie des adolescents et de leurs familles. Donc tout d'abord, ce qu'on peut noter, c'est que les jeunes et surtout les filles ont beaucoup, alors je ne sais pas comment le dire en français, mais ont développé leur pouvoir d'agir. Donc c'est des jeunes qui sont beaucoup plus actifs dans la communauté, avec beaucoup plus de confiance en eux et qui sont affirmés de manière individuelle en portant leur voix, mais aussi de manière collective dans un fort esprit de groupe et grâce à une forte cohésion de groupe. Donc, ils ont un comportement plus responsable dans la communauté. Certains deviennent les modèles, les grands frères des plus jeunes. L'abandon des pratiques néfastes comme la prostitution, les addictions à la drogue, l'alcool, la délinquance, etc. Et puis un plus grand investissement scolaire, puisqu'ils ont appris à participer à l'école, à plus avoir de gêne pour participer, répondre aux questions des professeurs, etc. Et puis leur projet de vie, en fait, les amène à être beaucoup plus motivés pour réussir à l'école. Et donc, des meilleurs résultats scolaires également. Ce qu'on peut remarquer aussi, donc, c'est des relations de genre plus équilibrées, une meilleure relation entre les filles et les garçons. Par exemple, le regard des garçons sur les filles s'est modifié et donc ils les pensent beaucoup plus capables d'agir. Et puis pour les filles, une prise de conscience de leurs droits et une évolution de leur capacité à agir et à défendre leurs droits. Et enfin, dans les familles, on a constaté une meilleure relation dans l'environnement familial et plus d'équité dans les tâches domestiques. Donc, c'est plus seulement les filles qui font les tâches domestiques, mais les garçons s'investissent également. Et enfin, d'autres impacts de manière plus globale, donc c'est l'amélioration des compétences des animateurs et notamment une certification reconnue par les pouvoirs publics. Donc, on en parlera ensuite. La structuration du réseau associatif dans les quartiers, donc les capacités organisationnelles et institutionnelles des OST sont renforcées et travaillent beaucoup plus en synergie avec les ONG, les associations de quartier, les clubs de jeunes et les autorités publiques. Et enfin, une consolidation des réseaux d'acteurs en éducation. Voilà, alors qu'est-ce que cela nous a appris? C'est qu'on a noté l'importance de travailler avec les parents pour, comme le disait Martin, travailler de manière holistique, avoir un abordage holistique au niveau de l'éducation. L'importance de permettre une continuité du PC à travers les clubs des jeunes pour vraiment renforcer leurs compétences individuelles et collectives et avoir un engagement durable dans la communauté. Il est important aussi de renforcer les capacités des associations de quartier et des clubs des jeunes pour assurer la pérennité des activités par la suite, mais aussi pour qu'ils aient une voix dans les espaces de concertation avec les pouvoirs publics et que ça aide au plaidoyer en faveur de l'engagement des jeunes. Et enfin, l'importance de travailler en réseau dans les espaces de concertation pour mettre en relation les OST et les pouvoirs publics pour influencer les pouvoirs publics et de collaborer avec ces derniers. Voilà. Merci beaucoup Audrey et Catherine pour cette présentation.
Je vous laisse enlever juste votre présentation d'écran pour laisser la place à Charlotte. Si c'est bon pour toi, Charlotte. Et je te laisse répondre à la question sur comment l'émancipation des jeunes et des femmes permet le développement des communautés. Je crois que ça fonctionne. Oui, c'est tout bon. Parfait, merci, c'est très gentil. Tout à fait, merci Clémentine pour cette question. Donc, je vous ai présenté tout à l'heure effectivement les atouts qu'avaient les AVEC en faveur de la protection des femmes et des enfants contre les violences. Mais je voudrais maintenant m'attacher à vous présenter les atouts en faveur de l'autonomisation économique et sociale des femmes et des jeunes. Je l'ai mentionné tout à l'heure, l'objectif des AVEC est avant tout de favoriser l'accès des populations les plus vulnérables à des possibilités d'épargne et de crédit, puisque ces personnes peuvent être exclues de l'accès aux services financiers, qu'ils soient formels ou informels. Et c'est en particulier le cas des femmes et des jeunes. Donc, tout d'abord, le principal atout est dans le fait qu'il est simple de constituer des groupements et de mettre en place la méthodologie AVEC. En fait, la méthodologie AVEC ne nécessite pas d'infrastructure, ne génère pas de coûts en dehors de l'épargne hebdomadaire qui est donc épargnée par les membres des AVEC, et les montants sont décidés librement par les membres. D'autre part, c'est un mécanisme qui est pérenne et autonome, puisque en fait, on se rend compte que 90% des groupements qui ont été créés par CARE perdurent à la fin des projets. En fait, les groupements gèrent eux-mêmes leur fonctionnement, leur association, leur épargne. La méthodologie est simple à acquérir et du coup va être facilement répliquée par d'autres groupements dans les communautés qui vont se l'approprier. Un autre élément réside dans le fait que, au travers de cette méthodologie, un certain nombre de formations vont être dispensées aux membres des AVEC. Donc, j'ai évoqué tout à l'heure les formations qui portaient sur l'égalité de genre, les compétences de vie, etc. Mais il y va y avoir également des formations techniques. Dans le cadre du projet Pacte, par exemple, il y a eu des formations sur des techniques de maraîchage, la fertilisation des sols, la gestion d'une micro-entreprise, l'élaboration de business plans, la comptabilité simplifiée, etc., ce genre de choses, auxquelles s'ajoute un curriculum commun qui porte sur le fonctionnement et la gouvernance des AVEC. Donc, forte de ces formations, en fait, les membres des AVEC vont pouvoir développer leurs activités génératrices de revenus. Donc, dans le cadre du projet Pacte, il y avait un focus sur la production agricole, puisque nous sommes en milieu rural, autour du manioc, du riz, du soja ou des arachides, de la transformation de ces produits agricoles, de l'élevage de volailles, etc. Et grâce donc à l'épargne qui va être consolidée en commun, les membres des AVEC vont pouvoir investir dans l'achat de biens collectifs ou individuels qui vont leur permettre de développer leurs activités génératrices de revenus. Et un dernier élément sur lequel je souhaite revenir, c'est que les AVEC permettent en fait de réduire la probabilité de souffrir des chocs et des aléas. En fait, à notre curriculum de formation, on ajoute également un module sur les effets du changement climatique, justement pour sensibiliser les membres des AVEC sur les effets néfastes du changement climatique, l'impact que ce changement climatique peut avoir sur leurs activités génératrices de revenus et comment atténuer ces risques. Les AVEC comportent également certaines limites et c'est important d'en avoir conscience. Je vais revenir ici sur certaines d'entre elles que nous avons identifiées. Tout d'abord, c'est un modèle qui est plus adapté au milieu rural qu'au milieu urbain. En fait, pour la simple et bonne raison que plus le tissu social est solide et consolidé, plus la confiance entre les membres va être forte. Et donc, il va être plus facile de mettre en œuvre des AVEC en milieu rural qu'en milieu urbain où le tissu social, justement, n'est pas suffisamment solidifié. La deuxième chose, je l'ai dit, nous avons pour vocation de toucher les populations les plus vulnérables.
La seule chose, c'est que pour mettre en commun de l'épargne, encore faut-il avoir des revenus. Et ce n'est pas forcément le cas des populations les plus vulnérables qui risquent du coup d'être exclues de ce type de mécanisme. Un troisième élément qu'on a remarqué, et c'est particulièrement le cas dans les AVEC qui sont mixtes, donc qui comportent des hommes et des femmes, c'est que les postes à responsabilité dans la gouvernance des AVEC, par exemple les postes de président, de trésorier ou de secrétaire, peuvent être accaparés par les hommes. Et donc, on doit être particulièrement vigilant pour éviter cela et favoriser l'accès des femmes à ce type de poste dans le fonctionnement des AVEC. Un autre élément, et qui pour nous est majeur, enfin a une incidence majeure, c'est que les AVEC peuvent bouleverser les équilibres des pouvoirs au sein du ménage et plus largement au sein de la communauté. En fait, les femmes vont avoir accès à des revenus, vont pouvoir prendre en charge un certain nombre de dépenses dans le foyer et vont donc bouleverser l'équilibre des pouvoirs qu'il y a au sein de leur foyer, ce qui peut conduire à une augmentation des violences faites aux femmes. Que ce soit des violences physiques ou psychologiques, ou que l'homme, par exemple, décide de s'accaparer les revenus qui sont créés par les femmes et qui vont donc les empêcher, nuire à leur pouvoir de décision économique et financier. Et donc, pour ce faire, en fait, CARE propose une solution principale qui est la sensibilisation et l'engagement des hommes et des garçons via différents moyens d'action, comme la création d'espaces de réflexion sur la masculinité, un dialogue rapproché au sein du couple ou des sensibilisations communautaires. Enfin, un dernier risque qu'on a vu, et c'est particulièrement le cas au Bénin, donc c'est pour ça que je me permets de le signaler, c'est qu'on voit qu'il y a des formes d'escroquerie qui émergent au sein des communautés où en fait des personnes mal intentionnées vont se faire passer pour des personnels de CARE et collecter à des fins d'escroquerie, ce que je disais, l'épargne qui va être accumulée par les membres des AVEC. Une avant-dernière slide ici pour vous présenter donc l'impact de la pandémie de la Covid-19 sur les AVEC, puisque je vous le disais, donc le projet que je vous ai présenté s'écoule sur la période 2017, début 2017, fin 2019. Cependant, les AVEC, c'est une méthodologie qu'on utilise dans d'autres projets, y compris au Bénin. J'ai vu une question en ce sens, j'y reviendrai peut-être après pendant le temps des discussions. Donc, on a tenu à mesurer l'impact de la pandémie sur le fonctionnement des AVEC en réalisant une analyse rapide de genre. Alors, une analyse rapide de genre, qu'est-ce que c'est ? C'est une méthodologie qui a été mise en point par CARE et qui vise à évaluer les capacités, les vulnérabilités des femmes, des hommes, des garçons et des filles, particulièrement dans des situations qui évoluent très rapidement, comme des situations de crise. Et l'objectif est justement d'évaluer l'impact de cette crise de façon différenciée sur les femmes, les filles, les garçons et les hommes. Donc, on a conduit cette analyse rapide de genre dans le contexte de la Covid-19 au début de l'année 2021 en Afrique de l'Ouest et plus particulièrement au Bénin. Et sont ressorties de cette analyse plusieurs conclusions, dont certaines s'affichent à l'écran. Alors, la première chose, c'est que c'est la situation économique des femmes est particulièrement menacée, puisque les femmes travaillent souvent dans le secteur informel ou sur les marchés. Un deuxième élément, c'est que les violences basées sur le genre et les violences faites aux enfants augmentent, puisque il y a un stress continu, la famille a été généralement confinée dans un espace réduit à la maison. Un troisième élément réside dans le fait que les femmes éprouvent davantage de difficultés à accéder aux services de santé, et c'est particulièrement le cas des services de santé, de santé sexuelle et reproductive, puisqu'en fait, les autorités sanitaires ont détourné leur attention et leur énergie de ces services-là. Mais aussi, les femmes ont peur de contracter le virus, ou alors les délais de prise en charge sont plus importants. Et un dernier élément qu'on a remarqué, c'est que les femmes sont plus susceptibles d'accéder à des informations erronées sur la pandémie, puisqu'en fait, elles ont peu accès aux canaux d'information traditionnels comme la télévision ou la radio, qui sont des canaux très masculins, y compris également à l'Internet, et donc elles vont être plus susceptibles de se fier à des informations qui vont
circuler via les rumeurs ou via des guérisseurs traditionnels. Maintenant, quel est le rôle qu'ont joué les AVEC et que continuent de jouer les AVEC dans le cadre de cette pandémie? Alors, la première chose qu'on a observée, c'est que les membres ont modifié le fonctionnement, la méthodologie des AVEC pour justement respecter les gestes barrières et favoriser la distanciation sociale. Ça peut être le port du masque, le lavage régulier des mains ou encore le fait que les séances vont être interrompues et vont se dérouler soit en petits groupes, soit via du porte-à-porte. La deuxième chose, c'est que certains AVEC ont adapté leurs activités génératrices de revenus à la Covid-19 en produisant par exemple des masques ou des savons. Un troisième élément, c'est qu'on a remarqué que les AVEC, grâce notamment au travail de CARE, ont joué un rôle crucial dans les sensibilisations communautaires, puisqu'elles vont relayer des messages sur les symptômes de la maladie, les gestes barrières justement à adopter, mais ce sont également des relais importants dans la mise en place de mécanismes de surveillance épidémiologique communautaire qui vont aider à détecter les cas potentiels de Covid-19, à référencer ces cas auprès des autorités sanitaires compétentes et également faciliter la détection des éventuels cas contacts. Enfin, ce qu'on remarque, c'est que les AVEC ont naturellement été impliqués par les chefs de file traditionnels et religieux dans les prises de décision communautaires, justement en temps de crise, de par le rôle conséquent qu'elles exercent en matière de mobilisation communautaire, même si on note que ça dépend de leur disponibilité, puisque quand les membres des AVEC sont occupés à d'autres travaux, typiquement des travaux domestiques, elles vont être moins sollicitées. Je voudrais enfin vous présenter donc quelques recommandations. La première chose, c'est favoriser la création des réseaux d'AVEC pour justement mettre à l'échelle cette méthodologie et multiplier l'impact. Une deuxième recommandation réside dans le fait d'accompagner la mise en œuvre des AVEC par un travail de plaidoyer à l'endroit des autorités sur la méthodologie. Notre objectif, c'est que les AVEC soient reconnus dans les stratégies nationales des pays dans lesquels on intervient comme un moyen de faciliter l'accès des populations vulnérables aux services financiers dont elles sont souvent exclues. Un troisième élément réside dans le fait qu'on souhaite travailler en collaboration avec les leaders communautaires et les autorités locales, justement pour davantage les impliquer dans les processus de prise de décision au niveau communautaire. Et enfin, de travailler avec les hommes et les garçons pour favoriser l'empouvoirment des femmes et des filles. Et justement lutter contre les pratiques traditionnelles néfastes et les normes sociales de genre. J'ai fini ma présentation. J'imagine qu'elle vous sera partagée à la fin de cette conférence. Et j'ai noté quelques ressources qui pourraient peut-être vous être utiles sur l'approche des AVEC, sur la méthodologie analyse sociale et action, sur l'analyse rapide de genre ou encore sur le contexte du Bénin en particulier. Merci beaucoup. Merci à toi, Charlotte. Et effectivement, comme tu le dis, nous partagerons les présentations de nos intervenantes d'aujourd'hui. Je vous laisse la parole, Audrey et Catherine, pour notre dernière question, pour répondre à comment l'éducation non formelle et alternative peuvent-elles impacter l'éducation formelle et ainsi influencer les politiques publiques éducatives. Alors, donc pour répondre à cette question, on a voulu mettre en lumière deux actions qu'on avait mises en place dans le cadre de ce projet. Donc cette méthodologie du parcours citoyen, on a, au fur et à mesure de son développement, on l'a intégrée au sein des écoles. Pour permettre déjà de toucher les jeunes qui étaient éloignés des centres du PC. En fait, il s'avère que les jeunes faisaient des activités multiplicatrices au sein des établissements scolaires et donc ce qui a un peu impulsé cette dynamique d'intégrer cette méthodologie au sein des écoles. L'objectif aussi, c'est de former les professeurs à une pédagogie plus participative
et à terme d'intégrer le parcours citoyen, donc cette méthodologie de 5 mois, dans des curricula d'enseignement. Donc, comment ça se passe? Au départ, on sensibilise surtout les professeurs qui sont formés en même temps que les animateurs à la méthodologie participative et à la méthodologie du parcours citoyen. Donc, les professeurs et animateurs animent ensuite le parcours citoyen au sein des écoles sur le temps scolaire ou hors temps scolaire. Alors, on procède de la même manière sur l'évaluation qui est faite à la fois au niveau de l'école et à la fois au niveau des jeunes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les jeunes reçoivent une certification à la fin de ce parcours citoyen, donc validé par les autorités publiques et les animateurs également. Tout ça dans l'objectif, c'est vraiment d'intégrer ce PC dans les curricula d'enseignement à terme. Et donc, une autre pratique pour influencer les pouvoirs publics, on appelle ça dans notre jargon la labellisation du parcours citoyen, c'est-à-dire attribuer un label qualité aux OSC qui mettent en place le parcours citoyen. Donc, l'idée, c'est de partir d'un espace de concertation dont on a parlé tout à l'heure, espace de concertation entre les OSC, les autorités locales et les écoles aussi qui participent, qui sont formées à la méthodologie du parcours citoyen, qui partagent les valeurs de cette méthodologie et des principes. Grâce à une commission d'évaluation qui est créée, des critères de labellisation et d'évaluation sont mis en place, et donc il y a une grille d'évaluation qui est élaborée pour pouvoir, grâce à des visites pédagogiques, évaluer en fait la qualité de la méthodologie mise en œuvre par les OSC. Et donc, en fonction des résultats, les OSC se voient attribuer le label qualité ou pas. Généralement, elles le reçoivent. Et puis voilà, ça permet en fait de faire vraiment un travail en commun avec les OSC, les pouvoirs publics, les écoles, pour pouvoir reconnaître la qualité des activités du parcours citoyen, reconnaître aussi les savoir-faire des OSC, et puis impliquer les pouvoirs publics jusqu'à une appropriation de la méthodologie. Donc l'idée, c'est toujours de travailler avec les pouvoirs publics pour qu'ensuite ils voient concrètement ce qui se passe sur le terrain. Donc on part du micro pour atteindre le niveau méso, voire macro, et qu'ensuite ils puissent s'approprier et mettre en place ce parcours citoyen et l'intégrer dans leur politique publique. Et donc, les bonnes pratiques, en fait, par rapport à ce parcours citoyen, puis l'évolution constante de cette méthodologie, c'est qu'effectivement, donc, au fil des projets, donc, il y a une adaptation constante. En fonction des difficultés rencontrées et puis des résultats, des impacts, etc. Donc, qui a permis d'intégrer le parcours citoyen dans les écoles, voire même au Tchad, au sein de l'Union des écoles coraniques. Donc, il y a une place à la jeunesse qui est indéniable, ce qui permet d'investir sur la jeunesse pour qu'ils prennent leur place au sein de la communauté, au sein des espaces de concertation, et qu'ils puissent, par ce biais, influencer aussi les pouvoirs publics. La co-certification des adolescents, c'est-à-dire leur certificat qui est signé par les OSC et ESSOR et les pouvoirs publics, qui est une reconnaissance certaine de leur participation et de leur réussite du parcours citoyen. La reconnaissance du rôle, de la fonction, des compétences des animateurs. Par exemple, en Guinée-Bissau, on a élaboré un curriculum d'animateurs communautaires avec un centre de formation professionnelle, les pouvoirs publics et la société civile. Donc, ça permet vraiment de valoriser la fonction d'animateur et de les professionnaliser pour qu'ils puissent avoir une influence certaine dans les communautés et dans les espaces de concertation.
Et enfin, la reconnaissance de la qualité du PC qui est mis en place par les OSC grâce à la labellisation. Voilà, pour répondre à la problématique. Merci beaucoup pour, ces Alors, réponses à ces questions et votre présentation. on vous a mis le lien donc, du coup, du manuel de parcours citoyen qui est en cours d'actualisation, mais qui n'a pas été, qui est, bon, comme son nom l'indique, en cours. Il n'est pas terminé. Mais en tout cas, c'est donc disponible sur le site Intered. Voilà, merci de votre attention. Merci. Merci beaucoup. Donc, comme ça, on pourra avoir le lien quand on enverra à l'ensemble des participants à la fin de la conférence. J'ai pu voir qu'il y avait beaucoup de questions. Et donc, je vais laisser la parole à Martin, qui est notre animateur, notre modérateur pour les questions qui ont été posées dans le chat. Martin. Alors, le problème, c'est de savoir par quoi on va commencer. Donc, peut-être par exemple, pour Care France, il a été dit que le projet avait finalement eu une vie jusqu'en 2019, et la question c'est, et depuis 2019, que s'est-il passé en termes peut-être de suivi du projet, d'impact? Voilà, je laisse Care France répondre. Merci, merci beaucoup Martin. Effectivement, c'est une question tout à fait pertinente. Je l'ai dit, ce projet s'est terminé au 1er janvier 2020. Et en fait, l'Union européenne nous a renouvelé sa confiance, alors sur un projet beaucoup plus restreint, puisqu'on est sur un budget de 315 000 € environ. On était à la fin du cycle financier pluriannuel qui a démarré au 1er février 2020, donc juste avant l'émergence de la pandémie de la Covid. Ce projet s'appelle Coachi et il vise à lutter contre les violences faites aux enfants exclusivement. Il est mis en œuvre dans le département de la Donga, donc qui est à la frontière avec le Togo. Il utilise plusieurs moyens d'action. On a notamment des sensibilisations communautaires justement pour continuer à sensibiliser les communautés sur les pratiques traditionnelles néfastes, les normes de genre, etc. On a une assistance qui est fournie aux victimes de violences et un renforcement des capacités des acteurs sur place. On a la mise en place d'un logiciel d'enregistrement des naissances et bien évidemment, les AVEC continuent. Donc, dans le cadre de ce projet, on a redynamisé les AVEC qu'on avait mis en place justement dans le cadre du projet Pacte et on en a créé de nouvelles. Donc, le projet perdure. Je ne vous cache pas que le premier semestre de mise en œuvre a été particulièrement difficile pour nous, puisque ça a été compliqué de démarrer un projet sur le terrain avec la Covid. Mais depuis le mois de septembre, le projet a rattrapé son retard et est mis en œuvre, je dirais, plus sereinement. Je ne sais pas si ça répond à la question. Merci. Donc, il y a une question très, très simple, hein, très méthodologique. Est-ce qu'on peut recevoir la liste des participants avec leur rôle, et puis finalement, je rajoute, est-ce qu'on peut effectivement, au niveau des champions, donner les liens vers les PowerPoint que nous avons vus dans notre séance? Je laisse peut-être Léa répondre. Léa, tu es là? Ou Clémentine? On ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Bien, alors je réponds. On va se dire qu'on va essayer effectivement de vous donner alors la liste des participants, ça oui, et puis les PowerPoint, nous comptons sur les différentes ONG qui sont intervenues pour nous transmettre ces informations. Ensuite, on a effectivement une question
autour de l'idée les formations et parcours citoyens ont-ils aussi été développés en France? Et puis, une question corollaire, finalement, sur les 5 pays d'intervention, est-ce qu'il y a des échanges et des partenariats? Donc, je laisse Essor répondre. Oui, alors effectivement, en 2013, on a pu mener une expérimentation avec un centre social des Hauts-de-France pour mettre en place un parcours citoyen qui s'est très bien passé. Et puis, pour les formations, alors jusqu'à présent, on ne faisait pas de formation en France, etc. Mais Essor est en train de créer, développer un pôle formation qui permettra du coup de former des structures, des établissements, des institutions de France pour transférer en fait cette méthodologie. Et dans un second moment, effectivement, on met en place, jusqu'à présent, c'était tous les 2 ans à peu près, donc des échanges sud-sud. Donc, dans un pays, par exemple, Guinée-Bissau, en 2018, on a reçu tous les collaborateurs éducation des autres pays. Donc, c'était francophone et lusophone. Et puis là, en fait, le Covid nous a amené à changer nos pratiques de travail. Et donc, maintenant, tous les mois, on organise des visio-éduc pour mettre en lien tous les collaborateurs et toutes les équipes éduc pour travailler sur certains chantiers qui nous concernent tous. Alors, rapidement, est-ce que tu peux nous dire, il y a une autre question sur les parcours citoyens, est-ce qu'il y a d'autres pays en Afrique qui sont prévus? Non, pas à ce jour. Par contre, avec le pôle formation, on va être à plus ou moins long terme capable d'aller former d'autres ONG et associations à cette méthodologie dans d'autres pays d'Afrique. Donc nous, en tant qu'Essor, on ne va pas mettre en place de projets dans d'autres pays. Par contre, il va être possible de transférer ces méthodologies à d'autres ONG dans d'autres pays. Alors, on va passer maintenant à un autre fond d'écran. Je vais demander à Clémentine et à Léa, vous allez voir, c'est formidable. Le tout, c'est que nous arrivions à mettre ce fond d'écran. Alors, attendez, voilà, comme vous le savez, on a maintenant une partie où nous vous offrons un petit déjeuner virtuel. Donc, l'idée, c'est que maintenant, il y a eu des questions notamment qui concernent un peu, finalement, l'ensemble des intervenants, l'ensemble des ONG sur le digital. Est-ce qu'on utilise le digital dans chacun des projets? Est-ce que on peut dire que il y a des salariés sur place? Est-ce que il y a des liens avec les universités au niveau local? Bref, il y a un certain nombre de questions que nous n'avons pas évoquées dans les questions posées aux différents intervenants et que maintenant, dans les échanges plus informels, vous pouvez poser, puisque là, on est un petit peu dans le réseautage. Et voilà, c'est un peu moins formel. À vous la parole. Alors, le problème, c'est que vous ne preniez pas la parole tous ensemble. Donc, on compte sur vous pour que ce débat plus informel puisse être bien géré. Alors, qui commence? Il y a moyen de lever la main et vous donner la parole. Oui, mais on compte sur vous pour… voilà. Alors, puisque vous avez la parole, est-ce que vous avez une question un peu générale? Moi, ce n'est pas une question. J'aurais juste un tout petit témoignage. C'est-à-dire que j'étais bien intéressée par les interventions parce que ça ouvre d'autres portes, d'autres idées. Au sein des Amis des enfants du monde, on emploie, c'est juste un tout petit témoignage, hein, c'est pour dire que nous, quand on parle d'éducation informelle,
c'est juste d'aider les enfants qui sont hors des circuits scolaires, parce qu'on soutient des projets d'éducation, d'aider les enfants qui sont hors des circuits scolaires à rattraper le système conventionnel de leur pays. Donc voilà, c'était juste pour dire ça et que c'est très bien d'avoir d'autres ouvertures sur cette définition d'éducation informelle. Super. D'autres témoignages, d'autres questions? Je ne sais pas si vous m'entendez, mais Farah a levé la main. Eh bien, Sarah, allons-y. Farah. Oui, merci Clémentine. Donc, Farah UNICEF France. Donc, je suis très scolaire, je lève la main. Merci pour les présentations, c'était super enrichissant. C'est une question un peu générale et je veux mettre personne en difficulté s'il n'y a pas de résultats ou d'informations sur l'impact, mais parce qu'on parlait tout à l'heure de l'éducation qui est holistique, qui a différents échelons, différents niveaux, et j'étais très intéressée par le projet de CARE sur le terrain qui est super intéressant. Et on parle souvent de l'éducation qui est également une plateforme vers d'autres choses, vers des améliorations dans d'autres domaines. Et via les AVEC, est-ce que vous avez vu dans les pays où vous interveniez globalement et au Bénin aussi, une amélioration sur les enjeux de protection sociale, les filets sociaux, parce que c'est pour ça que sont créées ces formes de tontines, et c'est parce qu'il n'y a pas d'épargne, c'est plus compliqué, il n'y a pas de système de soutien financier ou un revenu minimum, y compris pour les enfants et les filles, adolescentes en particulier. Donc je me demandais si vous aviez vu un impact, et peut-être aussi pour l'initiative ESSOR, mais vous l'avez un peu plus développé, je crois, dans l'appropriation par les pouvoirs publics, mais juste des exemples concrets, parce que on pousse souvent pour une pérennisation de ces projets ultimement, que les OSC s'investissent, mais également les pouvoirs publics, et que ça devienne un service public. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des retours concrets sur l'impact de vos projets respectifs, mais en particulier pour CARE, si on veut limiter dans le temps. Merci. Oui, alors cette question, elle est intéressante parce que souvent, il y a des très bons projets au niveau micro, sur le terrain, faits par les ONG. Il y a des très bonnes politiques publiques bien écrites et avec une volonté de redescendre sur le terrain. Et puis finalement, on a du mal à avoir le niveau méso, c'est-à-dire comment faire en sorte que les politiques publiques arrivent au niveau du terrain et comment faire en sorte que les bonnes initiatives portées par les ONG puissent être mises à l'échelle et s'institutionnaliser. Donc voilà, cette question, moi je trouve qu'elle est intéressante parce qu'elle touche l'ensemble des projets que nous avons sur le terrain et comment faire en sorte qu'elles puissent être mises à l'échelle. Donc des réactions par rapport à cette question, des témoignages? Je peux commencer si vous voulez, et puis je laisserai mes collègues d'ESSOR compléter si elles ont des éléments. Effectivement, c'est une question qui est très pertinente. Alors, je l'ai évoqué à un moment donné dans ma présentation, mais la méthodologie avec donc, prévoit de faciliter l'emprunt et le crédit, mais également une sorte d'aide justement en cas d'urgence. C'est-à-dire qu'il va être possible, en fait, pour les membres des AVEC de donner, donc dans ces cas-là, c'est un don, ce n'est pas un prêt, de donner une partie de l'épargne qui a été accumulée par les membres à l'un des membres qui va se trouver en difficulté. Ça peut être un accident de la vie, comme des dépenses de santé qui sont imprévues, un enterrement, ou alors une terre agricole qui va être ravagée par un choc climatique. Et du coup, c'est dans ce cas-là qu'on peut parler de filets sociaux, mais je veux dire, c'est à l'échelle, effectivement, micro d'un groupement. Donc maintenant, ce que nous, on essaye d'entreprendre, c'est justement un travail de plaidoyer qui est plus ou moins avancé selon des pays. Donc, ce n'est pas encore le cas au Bénin, mais c'est par exemple le cas au Niger ou au Mali, pour que les AVEC soient reconnus justement comme une stratégie nationale pour faciliter l'accès des membres des AVEC à des solutions d'emprunt et de crédit, mais ça ne va pas jusqu'au niveau des filets sociaux pour le moment. D'accord. Merci. D'autres témoignages, d'autres expériences? Oui, nous, on peut témoigner aussi, par exemple, au Mozambique. On a un très, très bon contact avec la direction provinciale de la jeunesse et des sports,
notamment à Beira. C'est plus compliqué dans la capitale, à Maputo, mais ça fonctionne mieux à Beira. Et donc, on a un point focal qui fait partie du comité de labellisation et donc qui est sur le terrain avec nous pour décerner ce label qualité aux OSC. Et ça, en fait, c'est dû à un travail, ça fait entre 5 et 10 ans qu'on travaille avec eux. Et puis, notamment, c'est dû aussi à l'esprit, à la cohésion de groupe qui a été mis en place à travers justement les échanges sud-sud. Donc, ce point focal a participé au Mozambique, en Guinée-Bissau, en France, aux rencontres sud-sud avec les collaborateurs des EDUC et normalement, il devrait participer également au Visio EDUC. Donc, en fait, c'est vraiment un travail de longue haleine. Il faut vraiment établir une relation. On n'arrive pas à faire ça partout. Par contre, ça fonctionne. Et par exemple, en Guinée-Bissau, on essaie de travailler avec l'Institut national de développement de l'enseignement parce qu'ils veulent en fait enrichir leur curriculum d'enseignement secondaire avec une thématique, une composante liée à la citoyenneté. Et donc là, en fait, ce serait pour nous un moyen d'intégrer la méthodologie du parcours citoyen dans les curriculums d'enseignement. Donc voilà, c'est des petits exemples concrets. Ce ne sont pas des petits exemples, c'est un beau témoignage. D'autres témoignages sur cette question un peu générale, mais qui nous touche tous? Vous m'entendez? Oui. Je crois qu'il y a Alexandra qui avait levé la main et ensuite, je vois que Jacqueline aussi lève la main. Allons-y, Alexandra, puis Jacqueline. Oui, bonjour. En fait, j'ai l'autre question, donc peut-être que je pose après, quand les témoignages sont faits. D'accord. Alors, Jacqueline. Jacqueline. Oui, je suis là, j'arrive. Oui, désolée. Voilà, donc je rebondis un petit peu sur les propos de Brigitte, qui parlait justement de l'éducation non formelle, informelle. À propos du Niger, justement, où j'ai participé à un projet sur les classes passerelles, sur la modélisation des classes passerelles, et justement pour les non scolarisés et déscolariser les enfants de 9 à 14. Et c'est très intéressant, puisque là, actuellement, nous travaillons sur la capitalisation du projet, et avec F3E, et justement, on espère, il y a beaucoup de classes passerelles, mais j'ai trouvé que dans ce projet, on allait un peu plus loin, notamment en renforçant les relations avec la Direction générale d'alphabétisation, etc., de l'informel. Et depuis la Covid, justement, on travaille en visio avec les partenaires, chefs de projet au Niger, et on sent une grosse évolution et vraiment sur un projet magnifique. Voilà, je ne veux pas parler longtemps là-dessus, mais c'est la fin du projet, mais pas la fin des classes passerelles au Niger. Voilà. Super. Merci. Alors, Alexandra, il y avait d'autres questions que vous souhaitiez poser. Oui, merci beaucoup. Bon, tout d'abord, merci à tout le monde. C'était très intéressant votre présentation et très enrichissant. Ma question, c'était concernant les nouvelles technologies et on peut dire utilisation du digital, les programmes digitales, les nouveaux tech dans tout votre programme parce qu'on parle d'éducation alternative et informelle, c'est-à-dire que je comprends de côté université ou éducation informelle, il y a plein de programmes sur ça, mais est-ce que vous utilisez aussi dans votre projet programme digital ou je sais pas pour améliorer certaines compétences chez les élèves? Merci. Alors, qui souhaite répondre? Qui a un témoignage? Je peux témoigner pour Care France et après, si d'autres organisations peuvent compléter. Alors, deux éléments. La première chose, c'est qu'au Bénin, en tout cas, et dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, on utilise la méthodologie des AVEC. On se rend compte que de plus en plus de personnes ont accès à des smartphones et à WhatsApp.
On ne l'utilisait pas jusqu'à peu parce qu'on n'en voyait pas forcément l'utilité. Mais avec l'émergence de la Covid, on s'est rendu compte que c'était un outil qui était assez pertinent pour faciliter justement la distanciation sociale, pour relayer des informations, je dirais, justes, correctes sur la maladie, pour permettre aux membres de communiquer entre eux. Et c'est vrai que c'est les personnels de care ont créé avec les membres des groupes WhatsApp et ça fonctionne très bien et ça continue d'être utilisé. C'est quelque chose qui se sont vraiment bien appropriés. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Et ensuite, sur le digital, donc je l'ai dit, la méthodologie avec de care est née au Niger. Donc c'est dans ce pays qu'on est plus avancé, je dirais, en termes d'outils. Et on est dans un processus de digitalisation des AVEC qui se fait en partenariat avec les autorités sur place. Alors cette fois-ci, ça ne va pas se faire avec des smartphones parce que justement, l'objectif, c'est d'ouvrir au plus de gens possible. Et donc, ça peut se faire avec des petits téléphones, style Nokia 3310, sur lequel, en fait, il y a la possibilité de cotiser en ligne et plus justement cotiser je dirais, de manière physique, comme on l'entend, c'est-à-dire on met de l'argent physique dans une caisse. Là, en fait, ça se fait par le biais de ces téléphones. C'est plus sécurisé, du coup. Il n'y a pas de question de sécurisation de la caisse ou de vol. Et c'est quelque chose qu'on est en train de tester au Niger et qu'on espère, si ça fonctionne bien, de mettre à l'échelle et de répliquer dans d'autres pays. C'est très intéressant. Est-ce que juste c'est possible de définir ce que c'est que le Nokia 3310? Oui, pardon. En fait, c'est des petits, désolée du coup, c'est des petits téléphones. En fait, c'est pas des smartphones. Vous avez, voilà, ça c'est, vous avez votre smartphone, vous avez des applications, etc. Là, au contraire, c'est un petit téléphone qui n'a pas d'application et qui n'a pas besoin d'une connexion Internet à haut débit, en fait. Ça fonctionne par le réseau téléphonique normal. Donc, l'objectif, justement, c'est de ne pas être contrainte par cette difficulté, à savoir avoir une bonne connexion Internet, mais juste bénéficier d'un réseau téléphonique et donc de pouvoir atteindre des zones qui sont éloignées ou excentrées, sachant qu'en fait, cette application peut fonctionner en hors connexion, quoi, en off, type les applications que vous devez connaître, mais comme Kobo Tool Collect, enfin voilà, qui n'ont pas besoin de connexion en permanence, en fait. Oui, je crois que ça s'appelle les projets low-tech. Peut-être, je n'ai peut-être pas forcément la bonne terminologie. Mais oui, le but, c'est de faciliter à toutes et à tous, quoi. Ouais. Et puis pour les plus vieux qui sont donc dans ce petit déjeuner, c'était les premiers téléphones que nous avions avant l'arrivée des smartphones. Donc, et les milieux également, hein, je tiens à le préciser. Oui, c'est vrai, mais vous êtes un peu vieille. Pardon. Donc, alors, on continue. Est-ce qu'il y a des questions ou des témoignages que vous souhaitez apporter? Des questions, oui. Oui, alors allons-y. Ok, en fait, j'ai deux questions, une pour Care France et l'autre c'est pour Essor. D'accord. Aïssatou, est-ce que vous pouvez parler un tout petit peu plus fort ou plus près du micro, s'il vous plaît? Ok. Je disais ma question ici. J'ai deux questions, une pour Care France et l'autre c'est pour Essor. Oui. Maintenant, la question concernant Care France, c'est par rapport à l'autonomisation des femmes dont ils ont fait cas. Ici, souvent, la mise à disposition des crédits ou d'épargne pour faciliter l'autonomisation des femmes. J'aimerais savoir ici, est-ce que vous avez pensé à des solutions alternatives au cas où, parce que le plus souvent, il y a des épargnes ou des crédits qui sont mis à disposition, mais par manque d'expérience ou par mauvaise gestion, souvent, il y a des femmes qui arrivent à mal gérer et cela cause plus d'ennuis que, disons, de profit aux bénéficiaires qui parfois se voient même obligés de quitter et de tout abandonner par manque de moyens ou de se faire prendre. Est-ce que vous avez pensé à des solutions alternatives
allant dans le sens de disons, de solutionner ce genre de problème, ce genre de situation au cas où ça se produirait. Je vous laisse répondre. Oui. Oui. Merci beaucoup. C'est la première question. Okay, allez-y. Ça marche. Du coup, je réponds. Alors, c'est une situation qu'on ne rencontre pas sur le terrain, pour être franche. En tout cas, j'en ai pas connaissance. En fait, notre méthodologie, elle est assez rodée, puisque d'abord, je l'ai dit, mais il y a toute l'importance de la cooptation. C'est-à-dire que les membres vont se choisir entre eux pour permettre justement cette relation de confiance, puisqu'il y a quand même un enjeu financier derrière. Ça, c'est un premier élément. Un second élément, c'est que les personnels de CARE vont former des facilitateurs, des agents villageois qui vont accompagner les AVEC. En fait, les AVEC sont constitués en plusieurs cycles. Et pendant le premier cycle au moins, mais généralement pendant le second et le troisième, le personnel de CARE va fournir un appui constant aux AVEC pour éviter justement ce type d'abus. Et un troisième élément, c'est qu'en fait, le montant qui est épargné est très faible et le montant est choisi par les membres eux-mêmes. Donc, justement, pour éviter toute situation compliquée de surendettement. Merci. D'autres réponses? Merci. Allô, allô? Je vois Brigitte, elle a la main levée, mais peut-être que c'est pour poser une question. Eh bien, allons-y, puisque c'est informel. Brigitte. Oui, c'est un petit peu en rapport avec ce qui vient d'être dit et je voudrais revenir. Je ne me souviens plus dans la présentation de CARE, il me semble qu'il a été dit qu'il y avait des problèmes parce que souvent les postes à responsabilité, on va dire, étaient pris par des hommes et que les femmes étaient un petit peu écartées. Est-ce que vous aviez dit ça? Oui. Alors, nous, ce qu'on constate, parce que c'est pas notre cœur de métier, mais on a souvent en périphérie des groupes comme ça qui sont constitués dans les différents pays, et c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est les femmes étant beaucoup plus fiables au niveau du remboursement de la dette, parce que les hommes, ils empruntent et ils vont boire l'argent, alors que les femmes, elles empruntent, elles font une petite épicerie et elles remboursent. Dans tous les groupes que j'ai vus, moi, c'est plutôt des femmes qui sont présentes et qui sont là en responsabilité et qui tiennent le petit cahier avec les remboursements, qui sont là pour les rendez-vous. C'est la plupart du temps des femmes. Voilà, c'était juste un petit témoignage de ce que j'avais vu. Alors, on pourrait considérer que c'est un stéréotype sur les hommes, mais… En France, ils sont pareils, bien sûr. Mais sur l'ensemble des projets, c'est vrai que souvent c'est le cas. Donc, je laisse nos collègues répondre à cette affirmation qui est la plupart du temps très vraie. Alors, effectivement, en fait, on a constaté cela dans le cadre d'AVEC mixtes. C'est généralement quelque chose qu'on essaie d'éviter parce qu'on préfère justement qu'il y ait des AVEC femmes et des AVEC composés d'hommes, mais ça peut être le cas quand on constitue par exemple des AVEC de jeunes. Donc, c'est une limite qu'on a rencontrée. Où il peut effectivement avoir des hommes qui s'accaparent ce type de position. C'est particulièrement le cas quand il y a des nouveaux membres en fait, qui veulent intégrer un groupement ou quand c'est un homme, il va du coup vouloir s'accaparer ces postes à responsabilité. Ceci étant dit, nous, on est extrêmement vigilants sur ce type de situation parce qu'on veut éviter cela. L'objectif des AVEC, c'est justement je crois que j'avais vu une question à ce sujet, mais d'empouvoirer les femmes et d'leur donner davantage justement de pouvoir d'agir et donc de pouvoir de décision et donc ces postes à responsabilité. Donc je veux dire, c'est super. Moi, je trouve ça super positif que c'est un constat que vous fassiez sur le terrain. Nous, c'est pas forcément ce qu'on constate à chaque fois, mais encore une fois, on essaye du coup aussi de séparer les AVEC par genre. Alors, juste une remarque, toutes les ONG qui utiliseront le terme empouvoirer seront totalement exclues des champions parce que c'est quand même très moche.
Et donc, on s'est posé la question avec Clémentine et Léa et on s'est dit que, je ne sais plus les termes qu'on a choisis. Clémentine, tu peux m'aider? On ne t'entend pas, Clémentine. Donc, Léa, tu es là? Oui, du coup, c'était par rapport à empowerment. Oui, du coup, c'était… Alors, on avait vu autonomisation et émancipation. Voilà, c'est quand même beaucoup plus joli que empouvoirmer. Voilà. Non. Alors, sinon, juste pour continuer la réflexion sur le rôle des femmes et des hommes, si la plupart du temps, cette remarque s'avère vraie, parce qu'on est dans une société patriarcale, on peut dire aussi que la place des hommes peut être totalement indispensable, notamment sur des projets concernant l'excision, des projets concernant le fait qu'il puisse y avoir avec l'enseignement traditionnel des imams qui soient mobilisés. Et donc, on peut quand même… Les femmes gagnaient de l'argent ou apportaient, ou géraient une partie de l'argent du ménage. C'est ça qui est intéressant. Je pense qu'à partir du moment où on décide d'agir sur les normes sociales, ça a cette conséquence-là aussi. Il ne faut ni en avoir peur, il faut prendre des précautions, mais pas non plus reculer, parce que je pense que c'est effectivement, même en France, c'est exactement la même chose. Bien sûr que ça change les relations hommes-femmes si les femmes deviennent de plus en plus indépendantes, autonomes financièrement, etc. Donc, c'est pas une limite des AVEC, mais c'est au contraire, je pense, de manière générale, un enjeu à prendre en compte. Ça milite aussi en défaveur de projets qui consisteraient à séparer hommes et femmes, et puisque hommes et femmes ne s'entendent pas, on va faire des groupes femmes, des groupes hommes. Si on essaie d'agir sur les normes sociales, à un moment ou à un autre, suivant le niveau de maturité de la communauté dans laquelle on travaille, il faut accepter le fait qu'il faut les mettre ensemble, quitte à ce qu'il y ait des difficultés. C'est aussi le sel de la vie. Voilà. Oui, et puis c'est aussi l'enjeu, tout à fait. Allez, une toute petite dernière question, une réponse ou un témoignage rapide à cette question. Julie, peut-être, on n'a pas encore entendu Julie, donc on peut lui laisser la parole, je vous propose. Oui. Allons-y. Merci beaucoup. Alors moi, ma question, elle était plutôt pour le projet Essor. Oui. En fait, je me demandais, dans la présentation, quand vous avez parlé des pré-tests, post-tests pendant le parcours, ce que je me demandais, en fait, c'était sur quels critères, en fait, comment vous menez cette sorte de petite évaluation, quels critères vous prenez en compte, parce que ça concerne surtout des compétences qui sont plus humaines, des compétences de vie, que des compétences vraiment scolaires où voilà, on peut mettre des notes facilement. Et du coup, quels sont les critères que vous prenez en compte, notamment parce que je pense que, sur l'évaluation, le post-test, ça peut être intéressant puisque c'est un label ou c'est une certification que les jeunes vont recevoir. Et du coup, ces qualités, c'est basé sur ces critères, ils peuvent ensuite les revendiquer peut-être pour de l'insertion professionnelle. Et donc, du coup, je me demandais comment vous arrivez à mettre en place ça. D'accord, merci. Essor, très rapidement, une réponse à la question? Oui, alors tout d'abord, il faut savoir que l'attestation de participation ne dépend pas de ces pré- et post-tests. Effectivement, là pour l'instant, la limite, c'est que c'est beaucoup sur les connaissances. On essaye d'avoir des questions sur le comportement, sur les pratiques en fait quotidiennes des adolescents, mais c'est compliqué à mesurer. Par contre, dans le cadre d'un travail avec différentes ONG, notamment Cap Solidarité et 4D, en fait, on est en train de voir pour faire passer un test qui s'appelle Global Step, sur Internet, en fait, qui permet de reconnaître les compétences citoyennes des individus. Donc, a priori, c'est encore un peu compliqué d'accès pour des adolescents,
mais la perspective, c'est de voir comment l'adapter en fait aux ados, et puis pour qu'ils puissent après avoir quelque chose, même si c'est en format numérique, quelque chose qui puisse reconnaître leurs compétences citoyennes. Merci beaucoup pour votre participation. Vous êtes des champions et je vais donner la parole en 3 minutes pour Léa, que tu puisses conclure cette séance de travail. Merci Martin, merci à tout le monde pour vos contributions très riches. Je pense que ça a bien illustré l'importance de l'éducation au sens large comme levier fondamental qu'on a pu le voir d'autonomisation sociale et économique, de lutte contre les violences de genre, d'inclusion, mais également d'égalité, de défense des droits humains et aussi d'engagement citoyen, mais aussi de levier sur tous les volets transition sanitaire et écologique, notamment à travers les activités d'éducation informelle qui sont essentielles et qui viennent compléter l'éducation formelle et permettent à l'éducation de jouer pleinement son pouvoir transformateur. Donc, on a vu donc, toutes les propositions d'activités qui passent par la sensibilisation, mais également les activités génératrices de revenus, la formation, et qui sont d'autant plus importants dans le contexte de la crise de la Covid-19 qui a révélé l'importance donc d'adopter une approche holistique, multisectorielle, mais également multipartite. On a pu voir aussi l'importance des partenariats dans les différentes interventions. Et nous, en tout cas, à la coalition éducation, on plaide fortement pour que cette approche soit adoptée au niveau des politiques nationales, mais également de coopération internationale, et veille à inclure toutes les parties prenantes de l'éducation, y compris organisation de la société civile, organisation de jeunesse, au niveau local, national, international, bailleurs, gouvernement. Et voilà. Merci Léa, merci à la coalition, merci à vous toutes et à vous tous. On va merci essayer à l'AFD, merci à toi Martin. on va essayer de vous envoyer donc l'ensemble des adresses mail pour que vous puissiez continuer le débat entre vous. On va essayer de vous envoyer les PowerPoint et puis au plaisir de vous retrouver pour le prochain champion de l'éducation. Vous avez le programme et donc si vous le souhaitez, on pourra vous le renvoyer. Bonne journée à tous et à très bientôt. Merci. Merci, au revoir. Merci beaucoup, bonne journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir, bonne journée. Bonne journée. Merci.